Bonjour, 11e cours de culture scientifique, première partie. Une histoire de l'informatique avant l'ordinateur. On va prendre une hypothèse, allons, supprimons de l'histoire ces dernières années, faisons comme si ces dernières années n'avaient pas existé. On doit encore faire la queue au cinéma pour acheter son billet, on ne surfe pas sur Internet pour faire ses courses, d'ailleurs presque personne n'utilise Internet, les chirurgiens opèrent sans l'assistance d'un ordinateur, on ne vidéophone pas avec sa sœur à l'autre bout du monde gratuitement. Facebook, YouTube, le téléphone multifonction, la maison intelligente qui régule sa consommation d'énergie, la voiture qui réduit les risques d'accident. C'était juste hier, incroyable, non. C'est devenu tellement évident que l'on oublie souvent de se demander ce qu'il y a derrière tout ça, comment ces avancées ont-elles été possibles, pourquoi une nouvelle invention vient-elle bouleverser notre vie, en entraîne une autre et une autre encore, c'est ça l'informatique. Le taux d'équipement d'ordinateurs, tablettes et smartphones est accès à Internet à domicile en pourcentage. Donc on voit jusqu'en 2013, on est en 2023, c'est impressionnant, ça a continué bien sûr à augmenter, mais on voit bien que le taux de pénétration de tous ces objets est devenu faramineux, quoi. Et ça a démarré à la fin du XXe siècle, il y a 20-25 ans. Donc on voit le téléphone mobile, les smartphones, évolution du taux d'équipement en téléphone mobile, smartphone, ordinateur sur l'ensemble de la population française jusqu'en 2019. Donc c'est incroyable. 95% des gens ont un téléphone mobile. Maintenant, revenons à cette histoire de l'informatique. Qu'est-ce qui compose l'univers? Une image de l'évolution de l'univers au cours d'une histoire de 13,7 milliards d'années. Donc cet univers qui a une histoire, une origine, une expansion de l'espace-temps, comme on essaie de représenter sur cette image, fausse, on en reparlera. L'univers, on le définit comme étant le tout. Voilà cette histoire avec ces galaxies aujourd'hui, milliards de galaxies, des milliards d'étoiles dans chaque galaxie. Une galaxie, c'est une mer parsemée de milliards... le ciel est une mer parsemée de milliards de galaxies, composée de milliards d'étoiles. Image du télescope Hubble, lancé en 90. La Terre. Donc nous, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a un soleil autour duquel il y a des planètes, dont la Terre. Les montagnes, les forêts, les maisons sur la Terre. Les êtres vivants sur cette Terre. Eh bien, 4 caractéristiques sont présentes dans tout ce qui compose l'univers. Recevoir, stocker, traiter, émettre de l'information. Le cœur de toute cette vie, de toute cette histoire, c'est l'information. Les hommes, eh bien, ils ont inventé un objet qui mime ces 4 caractéristiques, recevoir, stocker, traiter, émettre de l'information, c'est l'ordinateur. Mais comment sommes-nous arrivés là? De la tablette d'argile à la tablette tactile, les bouleversements de l'accès à l'information. Oui, de l'oral à l'écrit. Il y a des milliers d'années avant Jésus-Christ, les premières civilisations, on pense les Babyloniens, inventent l'écriture à la tablette cunéiforme, et puis ça va de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Donc on est passé de l'oral, l'importance de la mémoire, à la tablette cunéiforme, au papyrus, au livre ancien, une moindre importance de la mémoire. Donc on arrive au moment de l'imprimerie, quoi. Maintenant, il y a l'imprimerie qui est en 1552, Gutenberg, donc autour du 14e, 15e siècle, 15e, 16e, la Renaissance, l'école humaniste. Donc on est passé de l'oral à l'écrit, et de l'écrit pour quelques-uns à l'écrit pour tous, au moment où cette imprimerie arrive et va pouvoir propager les livres, divulguer les livres, on va pouvoir les dupliquer, et donc on va arriver jusqu'au moment, on voit l'époque moderne, à l'école de la République, l'encyclopédie, etc. Donc l'imprimerie va tout changer, ce bon Gutenberg, avec ses caractères mobiles, un incunable, ce qu'on appelle un livre publié entre 1450 et 1500. Et là, la mémoire, elle a encore moins d'importance. Elle va perdre de l'importance au cours du temps, cette mémoire. Donc de l'écrit pour quelques-uns à l'écrit pour tous, et aujourd'hui, la connaissance et la communication accessibles à tous. Donc cette fameuse époque des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, etc. Les humanités numériques, Internet pour tous. Mais la mémoire a-t-elle encore une importance? La conclusion de tout ça, c'est qu'on a perdu la mémoire. Mais qu'est-ce que l'on a gagné? On passe du formatage à l'inventif. On est condamné à devenir intelligent, comme disait Michel Serres, dans une conférence à l'INRIA, les nouvelles technologies, révolution culturelle et cognitive. Ce philosophe mathématicien nous dit « on est condamné à devenir intelligent ». Une des particularités de l'informatique, c'est la rencontre entre différents domaines des sciences et des techniques, les mathématiques, la mécanique, l'électricité, l'électronique, la théorie de l'information, ça va donner l'ordinateur.
L'ordinateur est au cœur des enjeux du monde, de notre société, les enjeux militaires industriels, les enjeux de société, des hommes et des femmes d'exception bien sûr qui ont créé tout ça. Voilà un petit peu tout l'ensemble des choses qui ont donné l'ordinateur. Comment est-ce que l'informatique est devenue la dernière étape de l'évolution des moyens de calcul au cours du temps? On calculait avec les doigts, les abacs, la machine à calculer de Pascal, la fameuse Pascaline au XVIIe siècle. Pascal va lancer cette idée d'avoir une calculatrice. Ça c'est incroyable, je vous raconterai l'histoire. Automates programmables, les automates programmables, la machine à calculer de Babbage, on est au 19e, donc un peu on dit l'ancêtre de l'ordinateur, avec Ada Lovelace pour les cartes perforées, la machine à recenser d'IBM au 19e siècle et le calculateur différentiel analogique au 20e siècle de Van Nevar Bush. Donc on va aboutir à ce qu'on va appeler l'ordinateur. Donc à l'origine de l'informatique, la différence entre penser et calculer. Un extrait d'un petit film, Pourquoi tu cherches, pourquoi et comment notre monde est devenu numérique. Gérard Berry, un membre de l'équipe scientifique chargée de la réalisation du film, nous dit « Il faut comprendre la différence entre penser et calculer. Penser la noblesse de l'esprit, cela reste difficilement explicable. Calculer est bien plus simple et systématique et mécanisable. Il s'agit de résoudre un problème précis relatif à une application donnée, comme par exemple trier une liste d'objets, multiplier deux nombres en utilisant un mode d'emploi particulier, un algorithme. L'inévitable recours à l'informatique au début du XXe pour calculer, les mathématiciens présentent leur activité comme étant la construction des démonstrations et la découverte de nouvelles conjectures en mathématiques. Pourtant, sur un exemple simple de calcul, on sait depuis l'Antiquité qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire une démonstration pour savoir par exemple que 13 x 17, ça fait 221. La forme de cette proposition autorise l'application d'un algorithme, un procédé de calcul, pour résoudre le problème. Il suffit d'effectuer la multiplication de 13 par 17, c'est un algorithme de calcul. Donc un savant arabe à l'origine du concept d'algorithme ou procédure de calcul, Al-Khwarizmi, une page de son ouvrage, Al-Khwarizmi met en évidence l'algorithme en tant qu'objet mathématique à part entière. Il écrivit l'un des premiers traités d'algèbre, Al-Jabr. Donc ça vient du monde arabe. En 1923, l'Allemand David Hilbert a eu l'idée d'un projet ambitieux, concevoir un algorithme universel capable de résoudre tous les problèmes de mathématiques, au-delà du calcul, vers les démonstrations. On sort du simple calcul. Donc le vaste programme de construction des fondements des mathématiques de David Hilbert, publié en 1923 sous forme d'article, Les fondements logiques des mathématiques. David Hilbert, le grand concurrent d'Henri Poincaré, l'allemand et le français, grands mathématiciens de leur époque autour de 1900. En 1923, donc, Hilbert lance un appel, appelé par la suite le programme de Hilbert, pour les démonstrations de la complétude, réponse de Kurt Gödel en 1931. Toute formule peut-elle y être démontrée ou réfutée? C'est les théorèmes d'incomplétude de Kurt Gödel. De la consistance, cohérence, réponse de Kurt Gödel en 1931. Aucune formule contradictoire ne peut y être engendrée à partir des axiomes. Mais si. De la décidabilité des mathématiques, existe-t-il une méthode effective pour décider si une formule quelconque est vraie ou fausse? C'est la réponse de Alan Turing. Donc là, je reprenais le petit livre, La déesse des petites victoires. C'est la vie de la femme de Kurt Gödel, Adèle Gödel. Très beau livre de Yannick Graenek sur la vie de cette femme. Donc le problème de David Hilbert imposé dans ce petit film. Donc, en 1936, l'Américain Alonzo Church et le Britannique Alan Turing ont mis à bas ce rêve d'universalité en montrant chacun de leur côté qu'un tel algorithme ne pouvait exister. La décidabilité. Donc, exemple d'un problème décidable et compréhensible, déterminé si un nombre est premier. Alan Turing, en même temps qu'Alonzo, démontrera l'indécidabilité du problème de l'arrêt d'un programme. Il n'existe pas de procédé permettant pour tout programme P de décider si P s'arrête ou non. Il n'existe donc pas d'algorithme capable de vérifier au préalable la présence de boucles sans fin dans un programme. Alors, par exemple, vous pouvez imaginer un algorithme qui détermine si un nombre est premier. Un nombre premier, s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même, eh bien, vous prenez un nombre et vous commencez par le diviser peut-être par 2, si le résultat est entier, si le résultat est non entier, etc. Vous avancez comme ça, et puis vous allez pouvoir déterminer un algorithme. Une conséquence de l'indécidabilité en informatique, pas inventée à cette époque-là, il n'y a pas d'ordinateur à l'époque, et l'existence de certains problèmes mathématiques indécidables. Mais comment calculait-on avant l'ordinateur? Avec les doigts, les abacs, les bouliers, les machines à calculer. Le calcul digital, les abacs, les bouliers, le calcul, l'arithmétique, c'est la technique de calcul. Bon, voilà le calcul digital, comment on représente les unités, les dizaines, les centaines, les milliers avec les doigts. Après vont arriver les abacs. On va être capable de faire des calculs grâce aux abacs, les bouliers, et la querelle entre les abacistes, les tenants des abacs, et les algoristes, qui vont poser le calcul au XVIe siècle comme nous on connaît.
La machine arithmétique aux pascalines de Blaise Pascal en 1642. À 19 ans, Blaise Pascal invente et construit une machine capable d'effectuer des additions et des soustractions pour aider son père, surintendant collecteur d'impôts de la Haute-Normandie, dans ses calculs fastidieux. Il voyait tous les soirs son père s'échiner à faire des calculs des sommes d'argent qu'il avait récupérées dans la journée. Il s'est dit, mais pourquoi pas alléger mon père de cette charge et d'inventer une calculatrice? Ça s'appelle la pascaline. Les lucarnes, les roues, inscripteurs de chiffres, un utilisateur faisant tourner l'une des roues à l'aide d'un poinçon. Donc comment fonctionnait cette pascaline? Donc on voit, on a eu un exemplaire là sous les yeux. Les tambours intérieurs portent des chiffres deux lignes de chiffres de 0 à 9 ici, rangés dans l'ordre croissant en bas et décroissant en haut. Ils sont à l'envers. Donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. La somme des deux chiffres placés l'un sous l'autre est toujours 9. D'accord. Maintenant, la face supérieure de la pascaline, donc il y avait les deux, les rouleaux, là, les tambours qui tournaient. Il y en avait 5, avec les chiffres opposés, là. Donc lucarne, baguette mobile, chaque roue est située au-dessous d'une lucarne où apparaît un des chiffres. Les chiffres de 0 à 9 sont gravés à espacement régulier sur le limbe entourant chaque roue. La roue dentée, limbe numéroté, butoir. Lorsque le poinçon fait tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre, les chiffres du tambour défilent devant la lucarne correspondante. Le poinçon arrête sa course lorsqu'il rencontre le butoir. On a alors vu défiler à la lucarne autant de chiffres qu'il était indiqué par la position du poinçon sur le limbe avant le mouvement de la roue. Supposons que la lucarne laisse apparaître le 0 et que le poinçon soit placé par exemple devant le chiffre 3 du limbe. Lorsque le poinçon fait tourner la roue dentée jusqu'au butoir, on voit à la lucarne défiler les chiffres 1, 2, 3 de la rangée inférieure. Si l'on répète l'opération en remettant le poinçon devant le 3 du limbe et en le poussant jusqu'au butoir, le tambour tourne encore de 3 chiffres et affiche 6 à la lucarne. La pascaline a effectué automatiquement l'addition 3 plus 3. La juxtaposition de plusieurs roues sur la machine permet d'effectuer des opérations sur des nombres supérieurs à 9. Pour calculer 12 plus 24, on met tous les tambours à 0, puis on inscrit 2 sur la roue de droite, qui correspond aux unités, et 1 sur la roue des dizaines. 1 et 2 apparaissent aux lucarnes. Ensuite, on ajoute 4 en faisant tourner la roue des unités, et on ajoute 2 sur la roue des dizaines. Les chiffres 33 et 6 apparaissent alors aux lucarnes, signifiant que la somme de 12 plus 24 vaut 36. Le même mouvement des roues et des tambours effectue la soustraction. Les deux rangées de chiffres d'un tambour de progression opposée permettent de faire une addition sur la rangée inférieure et la soustraction symétrique sur la rangée supérieure. Une baguette mobile coulissante placée sur la face supérieure du boîtier cachant l'une et l'autre rangée des chiffres à volonté selon l'opération que l'on souhaite réaliser. Position haute pour l'addition, basse pour la soustraction. Voilà cette machine arithmétique de Pascal, à illustration issue de la planche de l'encyclopédie consacrée à la machine de Pascal. Cette machine avait une notice, on voit là, donc la première page de la lettre dédicatoire à Monseigneur le chancelier Séguier de 1645 et la dernière page de l'avis nécessaire à ceux qui auront la curiosité de voir la machine arithmétique et de s'en servir, texte écrit par Pascal pour vanter les mérites de sa machine. Donc on voit un mode d'emploi de la pascaline, usage de la machine, datant du début du XVIIIe, sans doute rédigé par un membre de la famille de Pascal. Mais les calculateurs humains sont toujours utilisés jusqu'au XIXe siècle, la machine ne va pas s'imposer, et dès le milieu du XIXe, les femmes deviennent majoritaires chez les calculateurs humains. Donc jusqu'au début du XXe, on verra ces femmes faire des calculs. Les automates programmables, programmés à l'aide de cartes perforées. Donc on voit Joseph-Marie Jacquard, le français, qui a l'idée du métier à tisser automatique, commandé par des cartes perforées. Donc on voit le métier à tisser Jacquard, avec ses cartes perforées. Avec l'industrialisation galopante au XIXe, les besoins en calcul en tout genre allaient croissant, donc dans les usines sidérurgiques, textiles, etc. Un calculateur mécanique programmable très sophistiqué au début du XIXe, mais construit qu'au XXe siècle, à cause principalement des frottements des pièces. C'est Babbage, la machine de Babbage, le calculateur mécanique programmable, mais théorique. Le mathématicien-ingénieur Charles Babbage passa sa vie à construire sans succès sa machine analytique, un ordinateur mécanique. La machine analytique construite en 1991 par deux ingénieurs anglais, d'après les plans conçus par Babbage, au XIXe siècle. Visible au Musée des sciences de Londres, je l'ai vu. Donc, on voit l'homme qui a été à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les ordinateurs du hard, de la partie matérielle, et puis on voit Ada Lovelace, cette célèbre jeune femme, note écrite par Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, comportant un programme de calcul qu'elle a conçu pour le calculateur de Babbage. Donc on voit cette femme qui a été capable de réaliser ce qu'il fallait pour que la machine fonctionne, le soft. Voilà. Charles Babbage a eu l'idée de programmer sa machine à l'aide des cartes perforées utilisées dans les métiers à tisser Jacquard.
Les premières machines de bureau à traiter de l'information à la fin du 19e, Hermann Hollerith et ses tabulatrices à l'origine d'International Business Machines Corporation, IBM. Donc en 1879, Hollerith est diplômé d'ingénieur de l'école des mines de l'Université de Columbia. Il est recruté comme statisticien au bureau du recensement des États-Unis à Washington. Il travaille au dépouillement du recensement de 1880, ça dure 9 ans, puis au bureau américain des brevets. Il remporte le concours lancé par le bureau américain du recensement et construit une machine à statistiques à carte perforée, sur le modèle des métiers à tisser jacquard. Il dépose la demande de brevet correspondante le 8 juin 1811. Grâce à cette machine, le recensement, auparavant manuel, est traité en 3 ans seulement. Hermann Hollerith fonde en 1876 la Tabulating Machine Corporation. La société Computing Tabulating Recording Company est née le 16 juin 1911 de la fusion de la Computing Scale Company et de la Tabulating Machine Company. Les machines à calculer scientifiques analogiques, dans la première moitié du XXe, on voit ce fameux personnage, Vannevar Bush, qui est un des grands organisateurs de la science aux États-Unis au milieu du XXe siècle, qui va être à l'origine de l'analyseur différentiel. Vannevar Bush conçoit pendant les années 30 le principe de l'analyseur différentiel dans le but d'utiliser l'intégration mécanique pour intégrer les équations différentielles, en lui adjoignant des dispositifs de calcul entièrement mécaniques. Donc c'était une machine qui résolvait des équations différentielles entièrement mécaniques, électromécaniques. De l'importance de la technologie, l'arrivée de l'électronique après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a vu l'arrivée de l'électronique, la diode, c'est toujours des lampes, la triode, des lampes, et le transistor en 1947 qui arrive, et ses avantages formidables par rapport aux lampes qui sont fragiles, chauffent peu, consomment peu, pas fragiles, pas encombrants, pas chers, enfin incroyable quoi. Donc ce fameux premier transistor qu'on a déjà rencontré, avec Shockley, Bardeen et Brattain à l'origine de sa création. Le premier circuit intégré, donc Kilby, Jacques Kilby, chez Texas Instruments en 1958. Il est inventeur aussi de la calculatrice. Marcian Hoff, maintenant chez Intel, va laisser le premier microprocesseur Intel 4004, avait des performances équivalentes aux 30 mètres cubes d'un ENIAC, un des premiers ordinateurs qu'on voit dessous, qui est logé dans une pièce, concentré sur 10 mm², donc c'est la grande révolution des microprocesseurs, en 1971 chez Intel. 4 bits. 2300 transistors. Donc du tube électronique au transistor, il y a un petit film qui résume l'évolution de l'électronique. Bien, je vous remercie. Au revoir, à bientôt.